Bonjour à tous. Pour ce nouveau podcast, vous avez été nombreux à me le demander quand je vous ai posé la question et vous m'avez répondu que l'alimentation des enfants, ça vous intéresserait. Dans ce podcast, nous allons aborder effectivement l'alimentation des enfants. L'alimentation des enfants en fonction de leurs besoins physiologiques, ce qu'il faut privilégier, ce qu'il faut éviter, mais surtout comment aborder la chose, comment aborder l'alimentation des enfants. Et on va voir en fait que forcément avec des enfants, ça peut pas être exactement la même chose qu'avec des adultes. Et que le facteur social, le facteur frustration va être très très présent et que on ne peut pas agir de la même manière avec des enfants comme on agirait avec des adultes. Tout d'abord par rapport à la première alimentation. Donc la première alimentation d'un enfant depuis sa naissance, c'est bien sûr le lait maternel. Donc le lait maternel va être quelque chose de très très important puisque ça constitue vraiment la première nourriture de l'enfant et la première alimentation de l'enfant. C'est l'alimentation la plus complète, c'est l'alimentation physiologique par excellence, dont l'enfant, dont le bébé, donc en l'occurrence, a véritablement besoin. Donc effectivement, le lait maternel au niveau physiologique est le plus complet des aliments. Et le plus complet des aliments pour les bébés, pour les nouveau-nés, et ce jusqu'à un âge quand même assez avancé, donc jusqu'à 6 mois en complet. Parfois, voilà, j'ai rencontré quand même régulièrement des femmes qui allaitaient exclusivement pendant 9, 10, voire 12 mois, et ça ne posait absolument aucun problème au niveau du développement de l'enfant, que ce soit au niveau du développement cognitif, au niveau du développement quant à la motricité fine, tout ça. Donc ça c'est une chose. C'est une chose dans le sens que le lait maternel c'est le meilleur aliment du bébé. Donc voilà. Après, l'allaitement c'est un autre sujet que nous pourrons aborder dans un autre podcast d'ailleurs. Mais c'est quelque chose voilà que forcément qui est propre à la mère, qui tient de la décision de la mère, mais dont la mère doit avoir conscience. La mère doit avoir conscience de l'importance du lait maternel dans le développement, pour le développement de son enfant. Donc la première alimentation, le lait maternel. Donc on va s'arrêter un petit peu sur le lait maternel pour savoir la composition du lait maternel. Donc nous savons que que le lait maternel est composé d'eau, déjà tout d'abord de l'eau, du gras, du sucre et un tout petit peu de protéines. Et donc dans les proportions, on se rend compte donc forcément la proportion la plus grande c'est l'eau, le gras et le sucre en quantité à peu près égale, et une toute petite quantité de protéines. Et là, on peut se poser la question, on peut se dire, est-ce que ce pourcentage-là, est-ce que c'est ce taux de proportion des composants n'est pas un indicatif pour savoir ce que doit manger l'enfant à la suite, une fois qu'il grandit, c'est-à-dire une fois qu'il arrête l'allaitement, ou une fois, en tout cas, qui commence à se sevrer progressivement en diminuant peu à peu les tétés. Et donc ça, c'est intéressant à savoir. C'est-à-dire que si on regarde le lait maternel, donc une grande quantité de gras et de sucre et une petite quantité de protéines. Et ça, c'est vrai que ça peut être comme très intéressant. Donc, quand même que le gras a quand même une part quand même très très importante dans la composition du lait maternel, qui, je le rappelle, est le meilleur aliment pour le bébé. Donc, lorsque l'enfant arrête de téter, donc voilà, ça, en fonction de l'âge, donc ça peut être à partir de 6 mois, avec une diversification alimentaire, ou ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, s'il se sèvre totalement à partir de 2 ans, 3 ans. Ça va vraiment dépendre
de la mère, ça va vraiment dépendre de l'enfant, ça va vraiment dépendre de l'environnement qui entoure la mère et l'enfant. Plein de facteurs vont entrer en compte et voilà. Aucun jugement n'est permis par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose de propre à la mère et à l'enfant. Mais donc une fois que l'enfant a une alimentation, qu'il a fait sa diversification alimentaire, alors quels sont vraiment ses besoins physiologiques? Donc très simplement, donc tout d'abord, on va remarquer que les enfants, de manière instinctive, sont attirés par les choses sucrées. Hein, donc là, on va essayer de parler d'une alimentation physiologique. Donc, de même, hein, beaucoup d'enfants sont attirés par exemple par les bananes. Ah, les bananes, énormément d'enfants aiment les bananes. C'est un aliment dense, sucré, donc qui plaît énormément aux enfants. Euh, Par ces causes-là, parce que c'est extrêmement nourrissant et leur corps en pleine croissance, en a véritablement besoin. Vous remarquerez également qu'au niveau des légumes, les enfants vont être attirés davantage par les légumes, comme par exemple la carotte, la patate douce, la courgette parfois aussi, souvent. Après voilà, ça va, le goût des enfants va quand même énormément se développer par rapport à ce que les parents mangent aussi et à ce qu'il y a sur la table des parents. Parce que c'est vrai que, par exemple, si on fait manger l'enfant avant les parents, et du coup, il ne voit pas manger les parents. Il est tout seul sur sa table. Et donc, on lui donne à manger en purée ou en morceaux, et du coup, il ne voit pas. Il n'a pas forcément l'exemple de ses parents qui mangent des légumes. Donc, peut-être, à un moment, il peut se braquer ou il va commencer à râler pour une raison ou pour une autre. Et ça va être peut-être à un moment, à une étape de sa vie d'enfant, ça peut être compliqué de lui faire manger des légumes. Mais c'est vrai que si l'enfant, dès son plus jeune âge, partage la table des parents, et donc voit par exemple ce plat de légumes sur la table, les parents mangent les légumes, ils servent l'enfant, ça va être quand même beaucoup plus facile pour l'enfant déjà de vouloir, parce que l'enfant va vouloir imiter les parents par rapport à l'alimentation. Inconsciemment, évidemment. Mais c'est une forme d'intégration sociale. Et c'est vrai que s'il mange avec ses parents et qu'il voit ses parents manger avec en plus avec envie, vous voyez, avec envie des légumes, euh, des légumes, des fruits, enfin, ce qu'il y a sur la table, mais lui inconsciemment, il va vouloir faire la même chose. Après, il y a différentes étapes de la vie, il y a différentes formes, différentes étapes de l'évolution de l'enfant, où il y a un moment peut-être il va vouloir justement être à contre-courant de ce que font ses parents, mais en général les petits, euh, consciemment ou inconsciemment, vont vouloir faire pareil que leurs parents. Donc ça c'est très important, partager les repas avec l'enfant, justement en présentant sur la table voilà des légumes, euh, des choses comme ça, des fruits à coque, des fruits, des corps gras, on y reviendra, du poisson, de la viande, des choses comme ça, va encourager l'enfant justement à faire pareil. Ça, c'est le premier point. Euh, mais on sait qu'on on a remarqué que l'un des aliments les plus importants pour l'enfant et les plus complets pour l'enfant, mais ça va être les corps gras. Donc, que sont les corps gras? Que sont les corps gras? Donc dans les corps gras, dans la famille des corps gras, nous avons tous les fruits gras, tous les fruits gras. Donc les fruits gras, ça va être avocat, olive, noix de coco, noix de coco. Donc ça va être les fruits gras. Donc ça, les enfants ont un besoin physiologique déjà, mais surtout ils ont un besoin vital de ces fruits gras. Ils sont vraiment très très importants. Et voilà, l'avocat, l'olive et la noix de coco apportent énormément de nutriments à l'enfant. Et l'enfant, parce que l'enfant réfléchit encore de manière instinctive. Il n'est pas comme nous, qui sommes très très intellectualisés, nous les adultes, surtout nous adultes modernes, totalement intellectualisés partout. Euh,
on a beaucoup beaucoup de mal à manger à l'instinct. Enfin, si on n'y pense pas, si on ne se dit pas tiens aujourd'hui je vais faire un effort pour, naturellement ça ne vient pas. Alors que les enfants ils sont encore sur ce système instinctif. C'est-à-dire que si on leur présente quelque chose, si on leur présente, alors il faut leur présenter effectivement, il faut éviter de leur présenter des choses industrielles, parce que les produits industriels, comme nous avons vu avant, sont remplis d'additifs alimentaires qui vont stimuler leur cerveau, et là justement et là effectivement le côté instinctif est très très vite effacé. Mais si on présente à l'enfant par exemple un fruit, donc on va présenter une banane, on va présenter une orange, on va présenter des dattes, on va présenter des amandes, on va présenter un avocat, par exemple. Et là, l'enfant, il va voir tout ça sur la table, tu vois, il va voir les couleurs, il va voir les formes, il va voir les textures. S'il a déjà goûté, il va se souvenir de ce que ça fait dans sa bouche. Et là, à ce moment-là, instinctivement, il va prendre l'aliment qui va être le plus utile à son corps. Au moment T. Au moment T. C'est-à-dire que si à ce moment-là, son corps a besoin de corps gras pour constituer des cellules de son cerveau, des hormones, tout ça, il va se diriger automatiquement vers soit les oléagineux, donc soit les amandes, les noisettes, soit vers l'avocat. Ça, il va devoir, il va devoir choisir, et son instinct va choisir l'aliment le plus adapté à ses besoins physiologiques actuels du moment. Mais s'il a un besoin plus d'énergie, une production davantage, il vient de courir, il vient de faire du sport, il vient de se dépenser, il est allé au parc, il a beaucoup joué. Là, peut-être qu'instinctivement, il va plus se diriger vers des choses sucrées pour recharger un petit peu les batteries de sucre. Donc bananes, dattes et autres fruits. Donc ça va dépendre énormément de de son stade d'évolution, en fait, de sa croissance, bien sûr, de sa croissance. Et ça, c'est très très important d'avoir cette notion en tête d'instinct, de côté instinctif, car les enfants, ils sont vraiment beaucoup beaucoup sur l'instinct. Donc on a dit des fruits, des légumes, des corps gras. Les oléagineux aussi sont des corps gras. Donc les oléagineux, ça va être tout ce qui va être amandes, noix, noisettes, cajou, noix de Grenoble, noix du Brésil, enfin, toutes les catégories de noix. Et ça, ces oléagineux, ils vont être très très importants pour l'enfant. En général, les enfants aiment les oléagineux parce que le petit côté croquant, parce que le goût est quand même assez agréable, et c'est un corps gras. Et ça, je pense que c'est le premier argument, c'est que c'est un corps gras. L'enfant ne le sait pas, mais son corps le sait. Et c'est vers ce genre d'aliment que beaucoup d'enfants peuvent spontanément se diriger, même s'ils n'en ont jamais mangé. Ça, c'est très important, très intéressant. Après, pour les oléagineux, c'est vrai que il est préférable, il est même très fortement conseillé, de les faire tremper toute la nuit. Avant, car sur les oléagineux, vous allez avoir ce qu'on appelle des inhibiteurs de croissance. Des inhibiteurs de croissance qui, lorsqu'on va les consommer, à la digestion, vont être quand même assez durs à digérer. Et du coup, toute la bonne nutrition, tous les oméga 3, la bonne nutrition qu'il y a à l'intérieur des oléagineux, on va pas pouvoir réussir à les extraire totalement et à les assimiler. Notre corps ne va pas pouvoir réussir à les assimiler totalement, ce qui est bien dommage. Et donc, le fait de les faire tremper, les inhibiteurs de croissance s'en vont avec l'eau de rinçage. On les fait tremper en général toute une nuit. Hein. Vous pourrez trouver qu'il faut faire tremper tel oléagineux 4 heures, tel autre oléagineux 6 heures. Bon, le plus simple est quand même de le faire tremper toute une nuit tous, comme ça. Comme ça, il y a pas d'ambiguïté. Et ensuite, de bien les rincer à l'eau. Et là, à ce moment-là, on peut les consommer. Et au niveau digestif, l'effort digestif est réduit considérablement. Et là, on peut assimiler de manière correcte tous les nutriments à l'intérieur. Donc, effectivement, là, on perd le côté croquant quand on fait tremper les oléagineux, mais il est toujours possible, par exemple, de les passer soit un certain temps à four ouvert. Vous mettez le four au minimum, vous le mettez ouvert, et là vous faites sécher vos oléagineux. Et là, ils vont retrouver un petit peu de croquant.
Voilà, vous pouvez aussi les passer au déshydrateur si vous en avez un. Et là, à ce moment-là, ils reprennent leur petit côté croquant. Et comme ils ont été préalablement trempés, voilà, ça pose aucun problème pour les consommer. Donc on a dit fruits, légumes, corps gras, donc oléagineux, fruits gras. Alors, je m'attarde pas sur la coco, hein, mais c'est vrai que la coco est quand même un aliment très très complet au niveau nutritionnel et au niveau de sa composition pour les enfants. C'est le seul aliment qui contient de l'acide laurique dans sa composition. Et cet acide laurique est l'un des composants du lait maternel. Donc voilà, il y a quand même cette similitude au niveau de la composition qui peut être quand même très très intéressante pour des enfants en pleine croissance. Les corps gras sont très 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 importants pour les enfants en pleine croissance, pour le développement cérébral, pour le développement hormonal, et Dieu sait qu'ils en ont besoin de corps gras pour développer leurs hormones, parce que c'est à cette période-là que tout se joue, la préadolescence, l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, et même ensuite, les corps gras sont essentiels à tout âge, mais surtout pour les enfants et les femmes. Les femmes et les enfants ont énormément besoin de corps gras parce que voilà, ce sont ceux qui aussi ont une activité hormonale très très importante. Mais la croissance cérébrale, c'est vrai que la croissance cérébrale, le cerveau est composé à 60% de gras. À 60% de gras. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Et on a énormément besoin de corps gras dans notre quotidien. D'où voilà l'apparition depuis plusieurs années maintenant, même plusieurs décennies. C'est vrai que c'est aujourd'hui qu'on commence à en parler davantage des régimes dits cétogènes. Donc cétogènes à base de gras. De gras, de bon gras, évidemment. Pas de gras, friture, McDo, hein, mais vraiment de bon gras. Et c'est vraiment très très important pour les enfants d'avoir accès quotidiennement à une dose de corps gras de qualité. Donc dans les corps gras, vous avez aussi toutes les huiles, mais les huiles en oméga 3, plus riches en oméga 3 qu'en oméga 6. Donc les huiles riches en oméga 3, vous allez avoir l'huile d'olive. Donc là, c'est l'une des meilleures huiles qu'on peut trouver. Donc à ne pas chauffer, hein, à ne pas chauffer. L'huile d'olive, c'est à froid sur un plat, chaud, pas trop chaud, mais je veux dire après cuisson, pas pour faire cuire. L'huile d'olive, c'est à froid. Et vous avez également l'huile de colza, qui est très 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 riche en oméga 3 et un apport gras pour les enfants vraiment très très intéressant. Pareil, à froid, hein, jamais sur les huiles, dites-vous que les huiles végétales, on y reviendra dans un autre podcast, mais les huiles végétales, cuisson, on oublie, si ce n'est pour l'huile de coco. L'huile de coco est la seule huile végétale que l'on peut faire cuire. Nous y reviendrons. Fruits et légumes, corps gras, oléagineux, fruits gras, mais également, et là je pense que c'est important d'insister un peu, mais c'est également les produits d'origine animale. Alors les produits d'origine animale sont très très importants, pour le développement des enfants. Mais c'est pour ça, je fais une petite parenthèse qui va pas durer très longtemps parce que je veux pas non plus rentrer dans une polémique. Mais je pense que c'est tellement important. Euh, je pense vraiment qu'un enfant, qu'il n'est pas tenable pour le développement d'un enfant d'avoir un régime à 100% végétarien si, mais végétalien non. Un enfant qui ne consomme aucune viande, pourquoi pas, mais aucun produit d'origine animale, c'est pas tenable. C'est pas tenable au niveau de son développement et de son évolution. Un enfant qui ne mange pas de viande de toute son enfance, c'est possible. C'est possible. Mais il faut qu'il ait accès à des œufs. Il faut qu'il ait accès, par exemple, à du beurre fait maison. Vous savez, du beurre, le vrai beurre un peu fromagé. Vous savez, le beurre, le beurre de chèvre, le beurre vraiment, le beurre cru. Vous voyez. Voilà, ce genre de protéines animales dont le corps a énormément besoin.
et il est vrai que, voilà, un enfant qui ne consomme pas de produits d'origine animale est un enfant qui sera carencé à un moment ou à un autre. Parce qu'on est fait tout de même pour consommer des protéines animales. J'ai pas dit pour consommer des animaux, même si je pense qu'on est fait pour consommer des animaux. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais on pourrait y revenir dans un autre podcast. Mais là, c'était juste pour dire que les enfants doivent avoir régulièrement accès à des produits d'origine animale. Un œuf, je prends l'exemple, par exemple, je sais pas, vous habitez à la campagne, il y a des poules qui se baladent dans votre jardin, elles pondent des œufs, vous ramassez les œufs, on n'a pas fait de mal à la poule. Enfin, voilà, si vous êtes dans cette optique-là de la maltraitance animale et la maltraitance animale dans un but, par exemple, dans un but de production à la chaîne, dans une industrie, enfin là effectivement, là c'est un autre débat, effectivement, il y a maltraitance des animaux. Mais voilà, vous êtes à la campagne, où vous savez que vous allez dans une ferme où les poules ont un terrain de je ne sais pas combien d'hectares et qu'elles sont en train de se balader et qu'elles pondent leurs œufs. Il y a personne, il y a aucune maltraitance qui a été faite. Et cet œuf, surtout le jaune d'œuf, va être un aliment euh, qui va être très très complet pour l'enfant. C'est un corps gras animal qui vraiment va lui apporter énormément de nutriments qui vont être essentiels pour le développement de son cerveau, qui vont être essentiels pour le développement de son corps, qui vont être essentiels pour le développement de ses cellules, pour le développement de ses hormones, le bon fonctionnement hormonal. C'est très important. Très important. Après, donc, pour ceux qui ne sont pas dans une optique végétalienne, voilà. Donc, les enfants, produits d'origine animale, quotidiennement ou au moins régulièrement dans la semaine. Donc, soit des œufs, soit du beurre cru, soit un peu de viande, un peu de poisson, du poulet, des bouillons d'os. Des bouillons d'os, ça peut être très très intéressant. C'est très très intéressant pour les enfants, le bouillon d'os. Et voilà, donc ça c'est le genre le poisson, enfin tous les fruits de mer, c'est très 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 important. Surtout les petits poissons, vous savez, les petites sardines, les anchois, très très riches en oméga 3 par exemple, qui sont très très importants. Voilà, donc c'est vraiment très très important d'avoir donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des oléagineux, des fruits gras et des produits d'origine animale. Donc ça c'est très important. Vous avez également tout ce qui va être légumes verts, c'est très très riche en minéraux. Et les enfants aiment les légumes verts. Mais c'est vrai que quand on leur propose autre chose qui va susciter davantage, qui va stimuler davantage leur cerveau, c'est un peu plus compliqué de leur manger. Mais les enfants aiment à la base les légumes verts car c'est quelque chose qui apporte énormément de minéraux. Ensuite, au niveau des combinaisons alimentaires, oui. C'est vrai que parfois c'est vrai que voilà, nous, on va consommer par exemple des choses, on va consommer par exemple des amidons, donc par exemple des pâtes, du riz, et on va les mélanger par exemple avec quelque chose de sucré, ou on va les mélanger par exemple avec quelque chose, avec de la viande. Et là, au niveau de la digestion, au niveau du processus digestif, donc pareil, nous y reviendrons au niveau de ce processus digestif, il va y avoir une interaction en fait. Il va y avoir une interaction et le corps ne peut digérer qu'un seul type d'aliment à la fois. Donc s'il y a interaction, c'est qu'il va y avoir une mauvaise digestion, une mauvaise assimilation des nutriments et qu'il y a beaucoup de choses qui vont partir dans les toilettes et on n'aura pas assimilé grand chose. Donc c'est important d'avoir des règles de combinaison alimentaire à respecter. Après pour les enfants, c'est totalement différent. Enfin, c'est totalement différent. C'est le même principe. Mais les enfants ont quand même une énergie digestive que nous n'avons plus.
Nous, ça fait 30, 40 ans qu'on nous bourre avec une alimentation industrielle, et du coup nos corps ils sont totalement affaiblis, ils sont très fatigués, et que c'est parfois il est vrai que voilà, certaines combinaisons alimentaires, on le sait quand on a mangé ça et ça mélangé, ou un gros repas avec ça et ça, qu'on finit aux toilettes, et que ça peut être assez douloureux au niveau de la digestion, qu'on peut avoir des douleurs abdominales, c'est pas très agréable. Un enfant, il va mélanger certaines choses que nous, si on les mélange, ça va être un peu compliqué, mais eux, beaucoup moins, parce que ce sont des enfants, ils ont une vitalité digestive que l'on n'a plus, et surtout, ils ont besoin de faire leur propre expérience. Donc, le mieux, c'est quand même, voilà, d'instaurer à la maison, euh, une sorte de quotidien où vous constituez les repas, par exemple. C'est un exemple, hein. Vous constituez les repas, et donc vous savez que, par exemple, vous allez éviter de mélanger tel et tel aliment de manière générale. Mais si lui, il émet l'envie, par exemple, de manger ça et ça, vous lui donnez. Vous lui donnez. S'il émet l'envie de mélanger deux choses qui, par exemple, vous savez que ça peut vous rendre un petit peu, ça peut vous déranger, ça peut vous faire gonfler, des flatulences, tout ça. Laissez-le tester. Laissez-le tester. Il a besoin de faire ses expériences, et surtout, voilà, c'est pas quelque chose qu'il va manger non plus H24 tous les jours. Et surtout, si on part du principe qu'il ne consomme pas d'aliments industriels, en tout cas vous éloignez au maximum de ces aliments industriels, là effectivement ça va être intéressant, parce que du coup il va vraiment ressentir ce qui se passe dans son corps, et de lui-même avec le temps, il se rendra compte que voilà, cette combinaison alimentaire là, ben on va éviter de la consommer trop souvent. C'est très important de lui expliquer aussi pourquoi. S'il se plaint de douleur, pourquoi il a mal, parce que il a mélangé ça, et du coup, ben, dans son estomac, et c'est de lui expliquer de lui expliquer tout ce qui se passe par le biais de par le biais de cette combinaison, le résultat de son acte. Ça, c'est très intéressant, et c'est très très important au niveau de son apprentissage. Après voilà, vous allez me dire oui, mais attendez, s'il est invité chez des copains, si on est invité à l'extérieur, moi je fais comment avec mes fruits, mes légumes, mes oléagineux? Oui, d'accord, il a le droit de manger du riz, mais bon, s'il est invité à manger une pizza, on fait comment? Pas de panique, aucun problème. Déjà, comme je vous disais, ce sont des enfants, très très bonne vitalité digestive, et surtout, ils ont besoin d'être en interaction avec le monde extérieur, parce qu'on va pas se voiler la face, le monde extérieur est encore dans une alimentation industrielle et autres. Donc c'est évident que si vous êtes invité et qu'il n'y a pas de maladie particulière dans votre famille par rapport à des aliments, ben vous mangez ce qu'il y a sur la table, vous faites honneur à vos invités, à ceux qui vous ont invités, et vous mangez ce qu'il y a sur la table. Il n'y a aucun problème. Effectivement, l'enfant va peut-être être un petit peu dérangé parce que c'est pas un aliment qu'il consomme régulièrement, et encore, il y a des enfants qui sont pas du tout dérangés par rapport à ça. Et voilà, et le corps va savoir éliminer, il va capter ce qui est pas très bon, il va l'éliminer aux toilettes, et c'est terminé. Et c'est terminé. Et l'enfant aura passé un bon moment de sociabilisation avec les invités, ou avec ses petits copains, ses petits camarades et autres. C'est vraiment très important de se dire, chez moi, dans ma maison, je fais ça. Je fais telle alimentation, je fais des efforts pour que ma famille mange sainement, mais à l'extérieur, c'est impossible de surveiller ce que fait votre enfant, ce qu'il mange à l'école, est-ce qu'il a pas mangé une chips de son copain, est-ce qu'il a pas mangé un bout de gâteau ou un bout de pain. C'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. À l'extérieur, on ne peut pas les surveiller H24, c'est pas possible. À l'extérieur, on ne peut pas. Et surtout, si à l'extérieur si on commence à surveiller ce qu'il mange à l'extérieur, ça va créer une frustration énorme pour l'enfant qui risque justement, avec le temps, en grandissant, de se dire non mais elle est bien gentille ma mère, mais bon, là elle m'a un peu saoulée quand même. Avec ces histoires de combinaisons alimentaires, avec ces histoires de j'ai pas le droit de manger une pizza avec mes amis parce que y a du gluten dedans. Je pense que c'est vraiment très très important que à l'extérieur, il fait ses expériences, mais c'est vous à l'intérieur, lui, ce qu'il va manger chez vous pendant
10, 12, 13, 14, 15, 16 ans. C'est énorme. Pendant 16 ans, s'il mange tous les midis et tous les soirs chez vous des aliments sains, et effectivement, si le week-end il part il est invité chez des personnes, il mange de la pizza, du pain et des pâtes, enfin ou autre chose. Mais vous lui aurez donné une base saine. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. De pas le frustrer, mais en même temps de lui faire comprendre que voilà, moi c'est l'alimentation que je veux te donner parce que je pense que c'est bon pour toi. Je pense que c'est bon pour ta santé et je t'explique pourquoi. Ça c'est moi je pense que c'est très important. On doit passer par l'explication et la compréhension. Et c'est pour ça que c'est important que nous-mêmes nous sachions comment fonctionne notre corps et comment, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on digère. Et ça c'est important qu'on l'apprenne et qu'on le transmette à nos enfants. Et ça fait partie intégrante, je pense, de l'alimentation des enfants. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même intéressant quand ils sont à un âge, quand ils sont à l'âge d'apprendre et à l'âge de comprendre. Moi, je sais que mes enfants, ils ont 3 ans et 5 ans, et régulièrement, je leur explique comment fonctionne la digestion. Mais de manière très simple. Je cite même pas parfois le nom des organes, mais ils savent à peu près la forme des organes. Et aussi, c'est important, par exemple, de leur faire comprendre, où passe l'aliment, le temps qu'il passe dans chaque organe, ce qui se passe, comment l'aliment est traité. C'est intéressant, c'est très intéressant. Et ils retiennent, les enfants retiennent. Les enfants retiennent. Et à table, régulièrement, mon fils de 5 ans, et parfois, il va dire, ah là là, le pain, il passe par là, et ah oui, non, mais c'est pour ça, j'avais mangé du pain avant, et là, ça m'a fait mal, parce qu'au niveau de l'estomac, ils arrivent à comprendre, ils arrivent à assimiler, et c'est important, je pense, qu'ils comprennent. Et c'est aussi très important de ne pas de ne pas les frustrer, et de leur laisser faire leur expérience, mais que voilà, à la maison, c'est comme ça, à l'extérieur, tu fais ta vie, entre guillemets, tu fais ta vie alimentaire, et si tu veux tester telle chose, tu testes, et après, si tu veux qu'on en parle, on en parle. Mais voilà, moi, je pense que c'est vraiment très très important de toujours lui expliquer. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à l'alimentation des enfants. J'ai essayé d'être assez concise par rapport à ça. Si vous avez des questions, vous hésitez surtout pas. Moi, je pense que c'est vraiment très très important. Et c'est vrai que parfois c'est très important de se faire accompagner par rapport à ça. Parfois on est assez démunis, on se dit mais attends, là j'arrête totalement l'alimentation industrielle, mais là je vois que mes enfants manger une pomme ça les branche pas du tout. Je vois pas du tout comment y remédier. Et c'est vrai que parfois on se sent un peu démunis. Et on a besoin de se faire accompagner, on a besoin de se faire coacher, on a besoin qu'on soit un petit peu à nous encourager pour dire non, mais t'inquiète pas, les enfants, ils aiment ça, faut juste leur laisser du temps. Il faut juste leur laisser un temps d'adaptation pour qu'ils arrivent aussi à récupérer les saveurs, les vraies saveurs des aliments qui a été peut-être pollué par 5, 6, 7 ans, 10 ans de sucre raffiné ou de produits industriels aux exhausteurs de goût. Donc c'est vrai que c'est important de se faire accompagner, c'est important d'avoir des idées recettes, c'est important d'avoir aussi des retours d'expérience de personnes dont leurs enfants mangent ce type d'alimentation et qui sont totalement épanouis, qui aiment qui mangent un fruit et qui te regardent et qui disent ah maman c'est bon. Et ça c'est possible bien sûr. Donc voilà, je vous propose des accompagnements personnalisés pour vous aider dans cette voie-là et pour vous aider à appliquer au quotidien ce genre de principe au niveau de l'alimentation des enfants, l'alimentation physiologique des enfants. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'alimentation des enfants. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Vivons Physiologique et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker également pour plus de visibilité, de mettre un petit pouce bleu pour plus de visibilité. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Et aussi je vous donne rendez-vous également sur le site vivonsphysiologique.com où il y a beaucoup d'articles surtout des articles recettes aussi qui pourront vous aider par rapport à la transition alimentaire de vous mais surtout de vos enfants.
Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.